Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara. L'entrée en vigueur de la carte biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO et la carte consulaire biométrique pour les ressortissants CEDEAO sont entre autres les points abordés au cours de cette réunion. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de budget pour l'année 2018, budget qui s'établit à 6 723,5 milliards de francs CFA. Le vice-président de la République est en mission à Paris, la capitale française. Daniel Cablon-Duncan représente la Côte d'Ivoire au Forum économique de l'OCDE sur l'Afrique. L'industrialisation du continent africain est au centre de ce forum international de Paris. Ici, en terre ivoirienne, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, en tant que structure d'accompagnement du secteur privé, a mis en place un dispositif de suivi-évaluation des entreprises agréées en phase d'exploitation. Ce dispositif permet d'informer et d'orienter les décideurs sur l'impact socio-économique réel des investissements réalisés. À cet effet, une vingtaine d'experts se sont réunis ce mercredi pour valider le rapport 2013 qui devrait déboucher sur l'élaboration des axes stratégiques en ligne avec les objectifs de création d'emplois durables. Ce deuxième rapport a été précédé d'un premier dont les résultats ont été rendus publics par la Direction générale du CEPICI. Lancine Bakayuko. Ce premier rapport prend en compte les investissements privés réalisés en 2012. Au plan social, le rapport observe que 96% des emplois créés ont été orientés vers les Ivoiriens, contre 4% vers les non-nationaux. En ce qui concerne l'impact environnemental, la préservation de la biodiversité aura été une priorité majeure. De ce fait, les entreprises agréées participent à la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi du gouvernement développée dans le cadre du PND. Ces entreprises agréées ont également contribué à la valeur ajoutée globale de l'économie nationale à hauteur de 0,33%, avec un taux de croissance de 52% entre 2012 et 2015. L'autre indicateur dans cette première évaluation, le taux de mortalité des entreprises, maintenu à seulement 5%. Malgré ces performances, tout n'a pas été rose. Le premier rapport économique et financier sur le suivi et évaluation des investissements agréés en 2012 a permis de souligner les difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs, notamment les contraintes de financement, d'organisation, de gouvernance économique, de disponibilité de terrains industriels, de pression fiscale et ainsi de suite. Ces différentes contraintes devraient trouver des solutions dans le deuxième rapport en cours de rédaction, lequel rapport met l'accent sur la création d'emplois avec un focus sur les investissements réalisés en 2013. En effet, pour le CEPICI, il ne saurait y avoir d'emploi durable sans entreprise pérenne. Dans le dossier de ce jour, elle ne représente que 10% des emplois directs dans le secteur de l'industrie extractive, formelle et artisanale. Et pourtant, elles veulent jouer les premiers rôles dans ce secteur. Elles, ce sont les femmes du secteur des mines. Sur les sites d'exploitation professionnelle et même dans le secteur de l'orpaillage, ces femmes sont à la tâche, parfois dans des conditions difficiles, avec souvent des travaux nécessitant la force physique. Qui sont-elles? Que font-elles dans ce secteur? Le visage féminin des mines, c'est un dossier signé Michel Digri. La Côte d'Ivoire a un potentiel minier important avec 5 mines de production d'or et 4 de manganèse. C'est un secteur en plein essor, mais la représentativité des femmes reste encore faible, avec moins de 10% des emplois directs. Des femmes qu'on retrouve tant dans les industries minières formelles que dans l'exploitation artisanale, communément appelée orpaillage. Quelles activités mènent-elles dans ces secteurs? Quelles sont leurs conditions de travail et les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Pour répondre à ces interrogations, la première étape de notre enquête sont les sites d'orpaillage clandestins. Ici, les femmes travaillent dans des conditions de sécurité et environnementales précaires. Elles exercent généralement dans les activités de lavage, de triage et de concassage. Je casse les graviers pour pouvoir subvenir à mes besoins, car je n'ai pas de mari et je dois me battre
pour arriver à m'en sortir dans la vie. Mon mari est chauffeur. J'exerce ce métier pour l'aider dans ses dépenses quotidiennes. Mais je ne compte pas m'éterniser dans ce métier. Quand je trouverai mieux à faire, je ne ferai plus ce boulot qui n'est pas du tout facile et qui est aussi dangereux car nous sommes exposés. Dans les industries extractives formelles, la règle d'or est la sécurité. Sur ce site, c'est une femme qui est chargée du suivi et de la sécurité au niveau de l'usine de traitement. Il s'agit de faire en sorte que les différents travailleurs des différentes sections de ce département respectent toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Donc les procédures, il faut rappeler chaque jour les différentes règles. Dans la carrière, nous retrouvons une autre dame, Déborah. Géologue de formation, son équipe est chargée de faire les forages afin de jauger les teneurs en or sur les différents sites avant l'étape de l'exploitation. En fait, ce n'est pas facile. Il faut se réveiller tôt, il faut côtoyer les hommes. On leur a montré que la femme peut vraiment exercer ce métier de géologue. Parce que ce n'est pas le sexe, en fait, c'est la détermination. Nous sommes à présent sur le site d'entreposage et de concassage. Vous trouverez également au volant de ces gros engins des femmes. Volonté et détermination, rien ne semble intimider les femmes du secteur minier. La démonstration nous est donnée par Eudoxie. Après 4 années passées dans les sites miniers, elle a décidé de se spécialiser dans la conduite des chargeuses. La chargeuse, c'est une machine qui charge les bennes, les DT. Voilà le godet qui est là-bas. Et les 2 mallettes. Ici, c'est direction. C'est direction. Et ça, c'est les vitesses. Les minutes passées dans sa cabine nous donnent une idée de la pénibilité de sa fonction. Sa collègue Nadège nous invite à bord de ce mastodonte qui peut contenir des chargements de plus de 300 tonnes. C'est fatigant pour les femmes. Le secours, dans la vie, rien n'est facile. 12 heures de travail quotidien à convoyer les tonnes de terre sur les différents sites. À la fin de notre séance d'immersion, nous retrouvons Marie-Laure à la cantine pour le dîner. On n'a vraiment pas le temps de se mettre à la cuisine et avoir déjà le repas qui est déjà fait. C'est pratique en fait pour éviter d'être trop épuisé parce que la journée du lendemain, vous avez une autre activité encore plus intense. Après une journée de travail bien remplie, direction la cité où réside une partie du personnel essentiel de la mine. Voilà, c'est ici qu'on reste dans des conteneurs aménagés. C'est un peu comme la vie de militaire, hein. Chacun est dans sa chambre avec le lit, le frigo, une table, une douche, la télévision avec le satellite. Donc voilà, c'est pas la maison, mais on est là pour le boulot qu'on doit effectuer. Donner un visage féminin à l'industrie extractive, c'est le challenge que veut relever les femmes de ce secteur avec l'appui du réseau qu'elles ont créé. À la différence des autres pays où le secteur s'est construit, a mûri avec ses faiblesses et ses forces et a pris conscience par la suite qu'il fallait développer des politiques spécifiques aux femmes. Nous, aujourd'hui, nous bénéficions de l'expérience de tout ce qui s'est déjà fait ailleurs et nous pouvons en profiter. Donc, naturellement, il faudra compter avec les femmes dans le secteur minier. Compter avec les femmes dans le secteur minier, Eudoxie, Marie-Laure, Nadège donneront certainement des ailes à d'autres femmes qui hésitent encore à embrasser cette carrière dans son entité formelle et non artisanale. Rendons-nous au tribunal militaire. Le commissaire du gouvernement a eu 2 séances de travail. D'abord avec la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et ensuite avec un réseau de transporteurs du Burkina Faso. Dans la première rencontre, il était question d'établir un dialogue permanent
entre le tribunal militaire et la Commission nationale des droits de l'homme. Et pour la seconde rencontre, il s'est agi de s'enquérir des entraves rencontrées par les transporteurs sur le réseau Abidjan-Ouagadougou. Abou Sanougou. Le tribunal militaire d'Abidjan et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire font le point de leur collaboration. Une rencontre pour débattre des questions pendantes devant le tribunal militaire et pour lesquelles parfois les populations saisissent la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire dans le cadre du respect de leurs droits. Le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, s'est aussi entretenu avec des transporteurs du Burkina Faso venus lui exposer un certain nombre de désagréments qu'ils rencontrent sur le réseau Abidjan-Ouagadougou ou Ouagadougou-Abidjan. C'est les raquettes, les faux frais, puisque si la destination Côte d'Ivoire n'est plus privilégiée, vous voyez qu'il y a un manque à gagner énorme. Et pour nous, en tant que transporteurs, il faut qu'on relève le défi. Le colonel Ange Kessi Kwame a d'abord salué la collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et a tenu à rappeler que la lutte contre le racket se poursuivra. Nous nous sommes entendus sur un calendrier de répression et de sensibilisation pour que l'armée soit celle qui est la bonne conduite et ne soit pas celle-là qui soit indexée pour les violations de droits de l'homme. La deuxième rencontre s'est déroulée entre les routiers de Burkina Faso et le commissaire du gouvernement et son équipe. De la première destination, la Côte d'Ivoire a été relayée maintenant à la troisième destination, sans compter les rapports que font la Banque mondiale et les autres organisations de défense des droits de l'homme sur la perte inestimable que subit la Côte d'Ivoire du fait de ce racket. Désormais, la lutte contre le racket va s'étendre à leur chef. Nous voyons un gendarme sur la route, son chef sera traduit devant le tribunal militaire. Il faut que les responsables de ces forces de l'ordre sachent qu'ils ont une responsabilité dans la commission du racket de leurs éléments. Le racket fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 400 milliards de francs CFA, un phénomène qui porte un coup à l'économie du pays. Parlons santé, le collectif des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie lundi dernier au plateau, à l'hôtel du district. L'objectif de cette rencontre était de reconnaître de façon solennelle les œuvres du président Alassane Ouattara en faveur du dit collectif, notamment les prises en charge médicales pour les différents traitements. Ahmed Traoré, Franck Wadiou. 16 000 personnes déjà enrôlées au sein du collectif des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 2000. Certaines victimes bénéficiaires de soins et de prise en charge médicale. Cette cérémonie vient donc à consacrer une action de reconnaissance envers le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Grâce au président de la République, malgré que je marche et les béquilles, mais je me sens bien parce qu'ils m'ont donné une prise en charge. Je suis allé me soigner au chute de Yopungo. Ils ont payé tous les médicaments. On m'a donné les lunettes que je porte. On m'a donné les cannes que j'ai actuellement. On m'a donné un fauteuil roulant. Avec tout ça, je me déplace. Grâce à l'indemnisation, aujourd'hui, je ne marche pas, mais vraiment, je me porte très très bien. L'indemnisation m'a permis d'aller me faire soigner à la polyclinique. J'avais des opérations à faire. Grâce au président de la République, j'ai pu obtenir un bon de prise en charge pour aller me faire soigner. Selon Isiaka Diaby, président du dit collectif, il est opportun de soutenir les victimes dans leur quête de justice et pour leur bien-être social. Cette journée initiée par les victimes va, n'est-ce pas, leur permettre d'exprimer leurs sentiments après la mise en œuvre du processus d'indemnisation des victimes. C'est le plus beau cadeau que les victimes ont reçu depuis la fin de la crise. Plusieurs actions symboliques pour traduire en acte le sentiment de reconnaissance ont rythmé la manifestation en bonne place, ce bélier offert par les victimes au président de la République. Toujours en santé, l'ONG Servir prépare activement la 13e édition de son gala de bienfaisance. À l'occasion de cette rencontre, des fonds seront recueillis auprès des donateurs pour finaliser la construction d'un centre de haut niveau spécialisé dans la prise en charge des malades de l'insuffisance rénale. Le centre d'un coût global de 5 milliards de francs CFA est achevé à plus de 60%. 3 milliards y ont été injectés. L'ONG Servir doit mobiliser encore 2 milliards de nos francs. Serge Koléa. Un centre de néphrologie de haut niveau pour la prise en charge des malades de l'insuffisance rénale. Ce rêve qui a germé en 1996 dans l'esprit de la présidente de l'ONG Servir, Henriette Kounambédié, n'est plus loin de se réaliser.
L'édifice se met en place progressivement sur le site de 2 hectares situé dans la commune d'Atekoubé. Coût global de l'opération, 5 milliards de francs CFA. L'ouvrage est achevé à plus de 60%. C'est un centre de référence. On a mis du temps, mais on a mis du temps pour penser, pour bien le réfléchir, de telle manière que l'offre de service et l'offre médicale soient à la hauteur et à la demande des malades du rein. L'ONG Servir a pu mobiliser 3 milliards de francs CFA avec le soutien de ses partenaires. Plus que 2 milliards de francs CFA à collecter pour achever la réalisation de ce centre de dialyse et de transplantation rénale. Le 13e gala de Servir, prévu le 28 octobre 2017 à Abidjan, sera capital dans la mobilisation des fonds. Madame la Présidente compte sur l'ensemble de ses partenaires pour mobiliser le solde de ce financement, pour réaliser ce grand projet. Ce projet qui va ajouter à l'offre médicale dans notre pays en matière de traitement des maladies des reins. Si tout se passe bien, les malades de l'insuffisance rénale pourront bénéficier de ce centre d'ici à 2018. Sous d'autres cieux, des milliers de Togolais ont manifesté mercredi à Lomé et en province pour exiger des réformes constitutionnelles après des semaines de mobilisation populaire contre le régime du président Faure Gnassingbé. Dans les rues de la capitale togolaise, les marches ont commencé en fin de matinée sur 3 itinéraires convergents vers le bord de mer où les leaders de l'opposition avaient prévu de tenir un meeting. L'Internet mobile était coupé dans le pays, comme lors des manifestations d'août et de septembre à l'initiative de l'opposition. Loin du Togo, l'armée syrienne et ses alliés ont réussi à chasser hier les terroristes du groupe État islamique de leur dernière position dans la province de Hama, après un mois de combats meurtriers qui ont fait 600 morts dans les 2 camps, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Turquie, le verdict est tombé pour la quarantaine de militaires accusés d'avoir tenté d'assassiner le président Recep Tayyip Erdogan pendant la tentative de putsch en juillet 2016, alors que le président turc était en vacances dans un hôtel de la mer Méditerranée. Après un procès qui a duré plus de 6 mois, la plupart des suspects ont été reconnus coupables. Et puisque la peine de mort n'a pas été rétablie en Turquie, ils ont été condamnés pour la plupart à la prison à vie. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.